Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir Noam Anouar aujourd'hui. Bonjour Noam. Bonjour Pierrot. Parfait, écoutez, pour ceux qui ne connaîtraient pas Noam Anouar, qui a été très médiatisé, il est un ancien policier, ancien des renseignements généraux, donc quelqu'un qui connaît très très bien les coulisses du monde français. Il est également, je crois, syndicaliste policier et surtout, c'est comme ça que je l'ai connu, il est auteur de 2 livres, La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes raconte. Voilà. Et celui que j'ai lu, je n'ai pas lu le premier, j'ai lu le deuxième, Sans conseil pour votre sécurité, un livre de 2021 chez Talma Studio. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours très intéressant de savoir comment on peut sécuriser notre vie, notre domicile, nos déplacements. Et je voulais parler un petit peu donc de votre parcours, Noam. Mhm. Je crois que vous avez un parcours très riche, très intéressant et très atypique. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu à notre public? Oui, alors dans l'ordre d'importance, effectivement, je suis donc Noam Anouar Bouadjela, de mon vrai nom. J'utilise un pseudonyme d'écrivain, naturellement. Moi, c'est pas secret, c'est sur Wikipédia. Je suis originaire d'Île-de-France, région que je n'ai jamais quittée. Et je suis un enfant de la République française, mais d'une autre République que celle qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis né de parents ouvriers, immigrés, primo-arrivants algériens. J'ai pu bénéficier des largesses de la République, c'est-à-dire être vacciné, être soigné, être éduqué par la République. Et donc, naturellement, je suis aujourd'hui le fruit de mon parcours et de celui de mes parents, c'est-à-dire que je suis donc d'origine algérienne, donc franco-algérien, je suis même binational, je suis arabophone, donc je suis francophone et j'écris effectivement des livres, donc là, mon aisance à pratiquer la langue française m'autorise même à transmettre mes connaissances par le biais de l'écriture. Donc j'ai des éditeurs je fais également un travail de communication. Après, ce qui me permet de gagner ma vie aujourd'hui, c'est la fonction publique. Je suis toujours fonctionnaire de police, mais je suis aujourd'hui détaché dans une collectivité territoriale, une mairie de Seine-Saint-Denis, donc territoire que je n'ai jamais quitté, dans lequel j'habite également. Et donc voilà, mon parcours effectivement est assez diversifié. Je suis passé par le syndicalisme, je suis passé également par la politique. J'ai été moi-même candidat au municipal, mais j'ai également soutenu Jean-Luc Mélenchon jusqu'au premier tour des élections présidentielles. Et ensuite, effectivement, j'ai eu un parcours un petit peu sinueux parce que les esprits libres, les libres penseurs sont fortement réprimés en France. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait la mauvaise idée d'inspirer les autres à l'indépendance. Et donc, naturellement, mon image, c'est pas ma personne, mais mon image est combattue assez vigoureusement dans les institutions et dans les médias, avec quoi j'ai appris à vivre, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai résilié tout ça, et donc je mène une vie des plus simples dans mon 93, tout simplement. Alors, il faut le dire, toute personne qui est attaquée par Libération est forcément éminemment sympathique. Oui, alors en fait, ce qui est marrant, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce livre dont vous parliez, La France doit savoir, je l'ai coécrit avec le responsable de la section police-justice de Libération, qui s'appelle Willy Ledevin. Et effectivement, alors moi, c'est quelqu'un comme parmi d'autres que je considérais comme un ami, c'est-à-dire qu'il est venu chez moi, il connaît mes enfants, je suis allé chez lui, on avait vraiment un lien de proximité très respectueux. Et le jour où le vent a tourné, effectivement, il a eu la transparence, je ne vais pas appeler ça de l'honnêteté, de dire écoute, tu sais, tu es un peu controversé, etc. Donc il vaut mieux qu'on arrête de s'écrire et de s'appeler. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien, effectivement. Alors je ne le savais pas à l'époque, mais ça préparait une série d'articles orduriers. Et je pense qu'il aurait peut-être eu quelques difficultés à confronter mon regard à la suite de la sortie de ces articles. Donc la presse, pour la presse française en général, moi je ne parle pas que de Libération, je pense que tous se valent, ou presque tous, je dirais. On n'a pas d'amis dans la presse, en fait. Voilà. Moi, j'ai une personnalité politique avec qui j'ai pu discuter, qui m'a dit, écoute, les journalistes, ce sont des outils, ce ne sont pas des amis. Si tu as pu penser un temps que c'était des amis, c'est que tu as eu un moment de faiblesse, tout simplement. Donc, je suis navré de l'apprendre, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, dans vos livres, vous parlez de votre parcours dans la police, dans les renseignements généraux, dans l'infiltration de, je ne sais pas si on peut appeler des cellules
islamistes. Mhm. C'est toujours la sémantique est importante dans ce domaine-là. L'infiltration est un outil. On va dire que mon expérience, c'est la lutte antiterroriste et l'infiltration est un outil parmi d'autres, effectivement. Alors, quel est l'état, parlons un petit peu de ce premier moment de ce moment de votre vie. L'infiltration du terrorisme en France, ça se passe comment et quels en sont les résultats? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, en fait, je pense que le terme de lutte antiterroriste aujourd'hui en France est un petit peu galvaudé. C'est-à-dire que la France utilise les outils du terrorisme parfois pour combattre, je dirais, des changements, des changements factuels dont elle ne veut pas, dont l'institution ne veut pas. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'islamisation d'une partie de la population, qui est un fait indéniable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des millions de compatriotes français et de résidents, d'ailleurs, qui sont de religion musulmane. Donc, la religion musulmane, dans toute sa diversité, elle compte des variantes plus ou moins compatibles avec la vie en République, avec l'esprit républicain. Et parfois, on va utiliser les outils de la lutte antiterroriste pour combattre des courants de pensée qui, en fait, je ne vais pas dire qu'ils sont pacifistes, ils sont idéologiquement hostiles au mode de vie occidental, mais ils ne relèvent pas de la subversion violente. Alors, effectivement, le service de renseignement, au départ, c'est alors les investigations technologiques, les sources humaines qui autorisent l'infiltration. Hein, donc, les policiers n'infiltrent pas, ils recrutent des sources humaines. Et puis, les plaintes judiciaires, les mains courantes, les signalements qui sont effectués par les partenaires institutionnels. Donc, il y a tout un tas de panels. Et alors, le plus gros du métier, c'est-à-dire que là où il y a l'expertise dont, alors très modestement, je peux me prévaloir, c'est le filtrage des informations. C'est-à-dire à quel moment, quand on arrive le matin et qu'on a sur le bureau, voilà, on a un signalement qui nous vient au hasard, hein, j'invente, des hôpitaux de la PHP, des hôpitaux de Paris. On a un autre signalement qui nous vient de la SNCF, on a un signalement de l'Éducation nationale. Hier soir, on a un parent qui est passé déposer une main courante parce qu'il est inquiet pour son enfant. On en a un autre qui a appelé la ligne Stop Djihadisme au sujet de son épouse. Voilà. Et donc, à un moment, on a tout un tas d'informations, on a des éléments, on a les coordonnées des gens qu'on est libre de pouvoir recontacter ou pas. Et puis, à un moment, on se dit, bon, là, il faut investir des moyens de surveillance. Là, on laisse tomber parce que ça relève de la banalité, mais on garde quand même sous le coude. On laisse tomber, mais on sait que ça existe et puis on se réserve le droit d'y revenir. Donc voilà. Donc moi, je pense que l'expertise de l'antiterrorisme, ce n'est pas le recueil d'informations, parce que dans la France de 2024, on est même confronté à une profusion d'informations qui nous viennent de partout, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc c'est sur quoi est-ce qu'on va travailler, justement? Qu'est-ce qui est susceptible de déboucher sur une action violente qui va déstabiliser l'ordre public ou qui va déstabiliser l'État français, tout simplement. Et donc, alors moi, mon bilan en Seine-Saint-Denis, mais je n'étais pas tout seul. J'avais d'excellents collaborateurs, comme d'ailleurs celui qui a préfacé le livre, Guillaume Ricoire, qui est commissaire de police et qui est aujourd'hui au tribunal de police de Paris. Bon, on avait quand même une équipe partenariale qui fonctionnait. On avait réussi à prévenir l'ensemble des risques. Et pendant les 10 ans, globalement, où on m'a laissé tranquille, où on m'a laissé travailler, on a eu en Seine-Saint-Denis le bilan de 0 attentat. C'est-à-dire qu'on a démantelé toutes les cellules qui étaient susceptibles de passer à l'action violente. Et ensuite, alors, comme la nature a horreur du vide, la machine administrative, c'est des chaises musicales, c'est des copains qui partagent les postes. Voilà. Et donc, on a reçu une nouvelle hiérarchie qui s'est montrée extrêmement agressive dans la reconsidération et la réorganisation des tâches de travail, des méthodes de travail. Moi, à mon faible niveau, à l'époque, j'étais gardien de la paix, j'ai donné mon avis, mais mon avis ne comptait pas beaucoup. Et parce que la police, c'est une structure très hiérarchisée où c'est toujours le plus gradé qui a raison. Et donc, naturellement, on a été assez vite confronté aux attentats de Charlie Hebdo. Donc, ce n'était pas le 93, mais c'était en limite périphérique. Et en même temps, la cellule du 19e comptait des membres qui venaient dans le 93 pour s'organiser, pour prier, etc. Je le raconte dans le livre. Et donc, on a eu Charlie Hebdo, puis on a eu l'hypercachère quasiment dans la même semaine. Donc on avait Abdelkader Mera qui était incarcéré à Villepinte, parmi d'autres, je veux dire. Donc c'était quand même un département assez brûlant de ce point de vue-là, et rétrospectivement, au regard de ce que l'État a investi, de ce que l'État m'a apporté à titre personnel, mais à titre professionnel en termes de considération, j'estime que c'est tout à fait normal en fait que tout ça soit arrivé. Voilà, moi c'est mon explication. D'ailleurs,
La semaine où j'ai sorti le livre, le livre avait été combattu dans sa sortie par les syndicats de police, etc., qui pensent faire la pluie et le beau temps à Place Beauvau. Et mon ancien service, la DRPP, a été le théâtre d'un attentat donc dans les murs de la direction. Donc c'est un fait totalement inédit dans un pays occidental, c'est-à-dire qu'une organisation terroriste puisse infiltrer un agent dans les murs d'une institution, d'un service de renseignement et tuer des agents en service dans un lieu protégé, dans une zone protégée. Donc c'est absolument inédit. Et je pense que même si l'exécutif français a plutôt tendance à tempérer les manquements des services, ça reste historique en fait, malheureusement, mais dans le mauvais sens du terme, que ça ait pu arriver en France et en particulier dans mon service. Donc ça prouve bien que ce que je dénonçais était fondé, mais personne à un moment voulait écouter. On me disait non, mais il est aigri, il est amer de ce qui lui est arrivé, etc. Non, il y avait un vrai problème. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je pense que alors je vais pas dire que le pire est devant nous, mais je pense que l'année 2024 nous réserve quelques mauvaises surprises. Alors c'est vrai que lorsqu'on analyse cette situation du terrorisme, il y a quand même des éléments étonnants, et peut-être vous avez la réponse, l'explication à cet étonnement naïf de ma part, qui est qu'il y a des phases où il y a des attentats, et bien qu'il y ait ensuite quasiment quotidiennement des... Alors là aussi, la sémantique peut-être devrait nous empêcher de les appeler terroristes, mais il y a des attaques quotidiennes au couteau, des gens qui sont pour le coup vraiment, parfois vraiment déséquilibrés, des fous, mais aussi des gens peut-être motivés par des idéologies. Les attaques organisées du style Bataclan en fait sont devenues très rares, ou du moins semble-t-il, puisqu'on en parle peu ou pas dans les journaux. De temps en temps, il y a un type de temps en temps, il y a quelqu'un qui se fait décapiter. Bon, est-ce qu'on est bien informé ou est-ce que beaucoup d'attaques passent sous le coup du radar, ou alors finalement est-ce que les services font un très bon travail et démantèlent, comme vous l'avez expliqué, les cellules en amont et donc les attentats n'aboutissent pas? Alors en fait, votre question est très intéressante parce que pour pouvoir évoquer ce sujet, il faut d'abord se mettre d'accord sur la définition de ce que c'est qu'un acte terroriste. Donc, alors en France, on a une particularité, c'est qu'on a créé un parquet national antiterroriste qui est centralisé à Paris et qui se saisit lui-même. C'est-à-dire qu'un particulier ou même un service de police ne peut pas saisir le parquet national antiterroriste. On saisit le parquet général et quand le parquet général au regard des éléments et des indices, estime que les faits relèvent du terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence, à ce moment-là, il en informe le PNAT, ce qu'on appelle vulgairement le PNAT, et il s'auto-saisit de l'enquête. Et à ce moment-là, bon, alors, ce qui différencie le crime terroriste d'un crime ordinaire, hein, pour peu on puisse employer cette expression, c'est le caractère revendicatif. C'est-à-dire qu'un acte terroriste, c'est un acte de guerre. Et donc, il n'a pas lieu d'être s'il n'est pas revendiqué et s'il n'est pas justifié. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tuer une grand-mère dans la rue pour lui arracher son sac à main parce qu'elle est blanche et française, c'est un crime raciste. Ce n'est pas un crime terroriste. Par contre, quelqu'un qui va tuer une grand-mère, qui va dire Allahu Akbar, par exemple, comme ça arrive, j'ai tué cette grand-mère en représailles aux bombardements qui ont lieu au Yémen, par exemple. Et donc, pour pousser la France à prendre ses responsabilités et en gros vous montrer, vous faire passer le message que vous n'êtes pas en sécurité chez vous, là, on est dans le terrorisme. Parce qu'il y a, entre deux faits identiques, une revendication qui va caractériser l'acte terroriste. L'acte terroriste, alors beaucoup n'aiment pas avoir à le dire, mais c'est un acte politique avant même d'être un crime, en fait. Vous voyez, c'est ça la nuance. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et c'est comme ça, en fait, qu'on le caractérise. Maintenant, alors, sur les éléments de préparation d'un crime terroriste, comme le Bataclan, qui a été une vraie catastrophe en France, qui a traumatisé, je veux dire, plusieurs générations et pour plusieurs années encore, hein, on n'a pas fini d'en parler. C'est le niveau de préparation, en fait, qui fait la différence. Alors, le niveau de préparation, il exigeait des moyens matériels, du financement, l'acheminement de fonds pour le financement justement du terrorisme. Et ça fait une différence. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une personne radicalisée qui souhaite s'investir dans un acte terroriste parce qu'on lui a promis le paradis si elle était tuée par les forces de l'ordre, etc. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui à ce stade, en période de vigie pirate, avec les moyens technologiques de la DGSI, etc.,
de dire au type, tu prends un couteau et puis tu vas poignarder les passants près de la gare, comme ça s'était passé à Saint-Charles, à Marseille, plutôt que d'aller chercher un Kalachnikov en Belgique, avec confectionner de l'explosif dans un laboratoire, etc., etc. Parce que plus il y a d'étapes de préparation, plus le risque d'être dénoncé, d'être découvert, d'être détecté, en fin de compte, est important. Donc aujourd'hui, les organisations terroristes disent que ce n'est pas la peine de procéder à des préparations parce que l'impact psychologique est le même. C'est-à-dire que vous tuez un prof, voilà, vous le décapitez, vous prenez l'image en photo, vous la mettez sur les réseaux sociaux, ça traumatise tout autant qu'un crime qui va nécessiter une préparation de plusieurs jours, plusieurs millions de dollars de financement, etc. Vous voyez la nuance en fait. Donc aujourd'hui, on a des crimes low cost, si je puis dire, des crimes terroristes low cost, mais qui ont le même impact. Ça fait déplacer le ministre de l'Intérieur, ça fait déplacer le président, ça mobilise l'attention des médias, etc. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, c'est comme ça que c'est perçu. Et moi, je vous dis que malheureusement, en 2024, je pense d'expérience, parce que je suis une personne d'expérience, et au regard de certaines rumeurs qui me parviennent, on va avoir des soucis. C'est-à-dire que je vais vous livrer une information pour donner de la consistance à votre interview. Les effectifs de police ne le médiatisent pas, mais ont découvert plusieurs dizaines de kilos d'explosifs dans les semaines passées. Voilà, tout simplement. Mais ils n'ont pas trouvé les détonateurs et c'est pour ça qu'ils sont inquiets. Donc voilà, c'est ce qui me revient du peu de contact que j'ai dans la police actuellement. Oui, c'est intéressant de quantifier effectivement matériellement les préparatifs parce que c'est toujours. Moi, je viens d'un pays qui a connu, vous aussi, hein, vous êtes d'origine aussi algérienne, vous avez connu, je suppose par votre famille ou lors des voyages, Bien sûr. la terrible époque des années 90 en Algérie. Moi, je suis d'origine italienne. Dans les années 70, dans les années dites de plomb, nous avions des attentats à la bombe, des kidnappings de personnalités, mais aussi d'individus lambda par différents groupes terroristes. Certains idéologiques, d'autres manipulés. C'était très compliqué. Et c'est une période dans laquelle on ne souhaite à personne, même à son pire ennemi, de rentrer dans des périodes comme ça. Et je ne le souhaite certainement pas à la France. Et donc, il faut espérer que le travail soit fait. Maintenant, alors évidemment, vous parliez de racisme dans ce livre. Dans votre premier livre, vous parliez également de racisme dans la police. Euh, le, le, le racisme est un fait. Néanmoins, le volume de personnes d'origine étrangère dans un pays, notamment lorsque la culture est différente et notamment lorsque la religion est différente, peut amener à des tensions qui s'accroissent forcément avec le temps. Il y a en France, vous le savez mieux que moi, vous y vivez, des pans entiers, des régions maintenant entières qui sont majoritairement d'une religion et de culture différentes que celles dites de souche en France. Est-ce que l'avenir, selon vous, va vers finalement une forme de culture apaisée, comme on peut le vivre par exemple en Turquie ou en Tunisie, ou d'une forme conflictuelle, ce qui amènerait à plus, parce qu'encore une fois, je pense que vous êtes d'accord, c'est une toute petite proportion de ces personnes qui sont dans le terrorisme, qui sont dans la violence, mais une toute petite proportion d'un nombre croissant, ça pose un problème qui est croissant aussi. Alors en fait, effectivement, moi je pense qu'on va vers ce que certains aiment appeler une guerre civile. Moi je l'appellerais différemment. Mais je pense que ce sera une période de frottement qui effectivement sera dommageable. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du terrorisme islamiste comme si c'était une évidence, comme si c'était comme si c'était un pléonasme en quelque sorte, alors qu'en réalité, il y a aussi un terrorisme d'extrême droite, bon, d'ailleurs qui a fait parler de lui avant-hier, puisque on a un homme qui a tenté d'incendier une mosquée avec des fidèles en prière. Je ne sais plus exactement dans quelle ville de France, peu importe. Mais on avait, il y a quelques années, une enquête qui a mobilisé la DGSI parce qu'on a, alors quand je dis on, c'est les services de l'État, moi je n'étais pas du tout sur cette enquête, mais on a déterminé qu'il y avait un certain nombre de militaires et de policiers qui avaient un engagement idéologique dans un groupuscule d'extrême droite, bon, qui est constitué de quelques centaines de personnes, qui avaient prévu de réagir pendant la vague d'attentats. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à confectionner des grenades explosives à base de TATP. Donc le TATP, c'est l'explosif qui a servi, par exemple, au Bataclan pour les ceintures. Alors c'est à la base la recette du TATP. Les islamistes l'ont obtenue par l'extrême droite. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur le livre La France doit savoir, vous regardez la dernière page, j'ai mis en substance quelques éléments de la recette du TATP, bien sûr. Alors, ce n'est pas la recette complète, hein, vous imaginez bien,
Et c'est quelque chose que j'avais à l'époque obtenu en infiltrant par Internet une page d'extrême droite et où les gens, bah, voilà, c'était toujours avec le même objectif, fabriquer des explosifs, des grenades. Donc les islamistes, eux aussi, ils savent infiltrer les groupes d'extrême droite, donc ils ont réussi à récupérer alors la recette constitutive du TATP. Bon, là l'extrême droite, en l'occurrence, ce groupe de policiers et de gendarmes, de gendarmes et de militaires, pardon, avait réussi à constituer des grenades. Et ils avaient un plan assez machiavélique, c'est-à-dire qu'ils ont, bon, au prochain attentat, c'était le mot d'ordre. Alors, il y avait un commandement centralisé, mais qui donnait des consignes, mais il n'y avait pas de lien direct entre les différentes cellules à travers le territoire et le commandement central. Comme ça, si l'un se fait pincer, bah, il n'engage pas tous les autres avec lui. Et donc, alors, il y avait des motards qui devaient remonter les embouteillages en région parisienne, notamment en sens inverse à la circulation, en été. Et là où on trouverait, alors il y aurait eu un passager arrière sur la moto qui aurait été muni des grenades. Et la consigne, c'était, alors quand vous identifiez une femme voilée ou un pratiquant musulman, un homme barbu, au volant de sa voiture, même en famille et surtout en famille d'ailleurs, avec la vitre baissée, vous jetez une grenade dans l'habitacle après l'avoir dégoupillée. Donc voilà, en remontant en sens inverse, donc la file de circulation. Donc les gens sont à l'arrêt, ils ne peuvent pas s'extraire, ils ont la vitre ouverte parce qu'il fait chaud. Et puis vous avez un motard qui arrive comme ça, et puis le passager arrière de la moto jette une grenade dans l'habitacle et la famille explose en fait. Vous voyez, donc c'était extrêmement violent comme riposte. Et c'était, alors l'élément déclencheur, c'était au prochain attentat. Et donc la DGSI a interpellé en urgence pour pouvoir justement éviter la commission du crime, parce que là, on arrivait après directement sur une guerre civile. Après, Bien sûr. pareil. Donc c'est extrêmement tendu. On est sur une ligne de crête en permanence, on marche sur des œufs. Mais là, actuellement, j'ai l'impression que ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose en France. Le système politique est moribond. Je veux dire, honnêtement, alors, je suis, moi, quelqu'un d'apolitique. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne suis pas engagé. J'ai mes opinions comme tout le monde, mais bon, si j'avais vécu à l'époque du général de Gaulle, c'est une personnalité qui avait un caractère sécurisant. Vous dites, si le général veille sur moi, je suis tranquille, je peux dormir. Je vois où vous voulez Pardon ? Je vois où vous voulez en venir. Voilà, bon, c'est aujourd'hui, si c'est Gabriel Attal qui veille sur moi, je suis un peu plus inquiet. Disons que je garde un œil ouvert. Vous voyez, voilà. Mais après, ne sait-on jamais, ne sait-on jamais, effectivement, mais voilà. Ça se trouve, si ça se trouve, c'est un dur. Pardon ? Si ça se trouve, c'est un dur. Allez savoir, moi j'ai pas de préjugés, mais en tout cas, ce que je constate autour de moi en vivant dans le 93, c'est que bon, si c'est un dur, alors il cache bien son jeu, quoi. Voilà. Parce que la délinquance n'a jamais été aussi prédominante. Vous savez, moi je suis pas. On m'accuse parfois d'être. Alors chez les gauchos, je suis un facho, chez les fachos, je suis un gaucho. C'est un peu l'équation. C'est un bon signe. Ouais, c'est l'équation insoluble. J'ai jamais été très doué pour me faire des amis. Mais bon, à un moment, moi, je suis moi-même d'origine étrangère, de parents immigrés, donc je ne peux pas être raciste en France, ça n'a pas de sens. Mais au regard de certains comportements, bon, il y a un moment où voilà, il faut se poser les bonnes questions sans verser dans la caricature ou dans la stigmatisation. Et puis, quand je vais à Paris, jusqu'à il y a quelques mois, vous arriviez à Porte de la Chapelle, vous aviez 500 migrants afghans et soudanais qui dormaient sur le trottoir, dans des tentes, des abris de fortune, avec des décharges à ciel ouvert à côté, des associations humanitaires qui distribuaient des sandwichs, etc. Bon, c'est pas la vision que j'ai d'un pays accueillant. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il y a des décisions urgentes à prendre. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est assez loin. Ça va bien se passer, toute cette histoire de migrants en masse. Alors, vous avez été aussi... Surtout la particularité de cette vague migratoire, en comparaison à celle, par exemple, de mes parents, peut-être des vôtres, je ne sais pas, c'est qu'avant, on migrait en famille. C'est-à-dire que vous aviez un ouvrier qui venait bosser, il faisait venir sa femme et ses enfants, et puis vous aviez une famille qui s'installait. Mais là, vous n'avez que des hommes âgés de 20, globalement, à 45 ans. Donc, forcément, alors c'est perçu comme quelque chose d'agressif, et peut-être à juste titre. Vous voyez, si ça avait été des familles, peut-être que la vision aurait été différente. Oui, je pense qu'en tant que policier, vous connaissez les statistiques anthropologiques, je dirais, plus que d'autres. La criminalité, c'est essentiellement des jeunes hommes. Ce n'est pas des gens de nos âges qui après, vont... moi, je ne fais pas de lien systématique entre l'immigration et la criminalité, mais je vais vous donner une anecdote. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, il y a des traces dans le Parisien, le Parisien de Seine-Saint-Denis. Quand il y a eu le confinement, alors on avait un préfet qui était le préfet Leclerc,
qui était un préfet extrêmement dur, très à droite, a priori. On suppose qu'il est très à droite. Il était préfet des Alpes-Maritimes pendant l'attentat de Nice, donc il est ressorti de ça avec. Il était sur place. Je pense qu'il est ressorti avec, je ne vais pas dire un pet au casque, mais c'est une expérience qui l'a marqué. Il arrive en Seine-Saint-Denis, je veux dire, Samuel Paty, etc. Donc, il s'est beaucoup investi dans la répression de l'islamisme radical, il a fait fermer la mosquée de Pantin, etc., etc. Il a fait beaucoup de choses. Mais, arrivé au moment du confinement, il fait un aveu, en fait, aux Parisiens, à demi-mot. Comme les gens n'ont pas le droit de sortir parce qu'ils sont confinés, le trafic de stupéfiants est en panne dans les quartiers de Seine-Saint-Denis. On a Saint-Ouen, on a Pantin, on a Aubervilliers, on a des lieux, Saint-Denis, etc. Il dit le trafic est en panne parce que les consommateurs ne peuvent pas se déplacer. Et en fait, il réfléchit à l'ouverture d'une banque alimentaire parce qu'il craint des émeutes de la faim. Parce qu'il reconnaît en fait que le trafic de stupéfiants fait manger tellement de familles en Seine-Saint-Denis et que l'État n'a aucune alternative pour ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'on laisse le trafic prospérer. C'est parce qu'on n'a pas de boulot à proposer à ces gens-là que quelque part, voilà. Et puis le jour où il y a un confinement, le trafic de stupéfiants ne fonctionne plus et l'État propose de distribuer des boîtes de conserve aux familles pour éviter les émeutes de la faim. Tout à fait. Ça veut tout dire. Honnêtement, ça veut tout dire. Donc voilà. Moi, je suis pas pessimiste de nature, mais je suis réaliste, quoi. Alors, on va y arriver. Alors, vous avez été militaire. Nous, ici en Suisse, on l'est tous un petit peu. Un truc qui semble étonnant dans ces attaques terroristes que vous planifiez ou qui ont eu lieu, vous décriviez une tentative d'attentat qui se préparait particulièrement horrible. Personnellement, évidemment, on y a tous pensé en théorie à ce genre de choses, pas le faire, hein, je précise. Mais voilà, quand on étudie ce sujet, on se dit, voilà, heureusement que souvent c'est des bras cassés, mais quand on planifie des choses assez violentes dans ce genre-là, on se dit heureusement que ça n'a pas lieu. Mais moi, une question qui me vient et je vous la pose, c'est, voilà, quand on est militaire, on apprend à planifier des mouvements, des attaques, et on remarque qu'il n'y a jamais. C'est souvent des attaques. Voilà, vous avez parlé d'une attaque sur une mosquée, d'une attaque contre des musulmans dans des véhicules, mais en fait, jamais contre des éventuellement grands responsables, peu importe s'ils sont réels ou s'ils sont fantasmés. Mais c'est étonnant de voir que ça reste au niveau horizontal pour que justement ça contribue à créer cette instabilité qui pourrait amener à. Vous avez raison, le terme est impropre, de guerre civile. Il n'y a pas d'attaque planifiée, visiblement, ou peut-être qu'il y en a, mais on n'en est pas au courant, contre les grands responsables. Oui, parce qu'effectivement, vous prenez l'expérience du FLNC Corse, où ils ont assassiné le symbole de l'État, le préfet Erignac, pour pouvoir justement passer un message politique de la même manière. C'est-à-dire, on ne veut pas d'un représentant de la République sur l'île, pour administrer l'île. Donc voilà. Donc les terroristes islamistes, effectivement, ils ont une autre logique. C'est-à-dire que moi, j'avais été formé par un officier, j'en parle dans mon deuxième livre qui s'appelle « Les 100 conseils pour votre sécurité ». Son premier discours, ça a été de dire, si vous voulez être efficace dans la lutte antiterroriste, il faut penser comme un terroriste, il ne faut pas penser comme un journaliste. Le journaliste, tous les 11 septembre, il pense qu'il va y avoir un attentat parce qu'il pense que les djihadistes fêtent l'anniversaire des attentats alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Pardon pour l'expression. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et justement, leur préoccupation, c'est d'aller surtout là où on ne les attend pas, quoi. Donc, plus on va les attendre le 11 septembre, moins ils vont y aller, quoi. Je veux dire, donc, la presse dit attention, on est le 10, peut-être que demain, il va y avoir des soucis, il faut vous barricader, éviter de prendre les transports. Bon, voilà, ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop simple. Donc, alors, moi, je pense que les idéologues du terrorisme savent qu'il y a une distance entre le peuple français et les dirigeants français. C'est-à-dire que demain, je ne le souhaite pas évidemment, mais il y a un attentat contre une haute personnalité en France. Quel message ça passe? Ça va passer un message de sympathie pour les terroristes, et puis les Français diront peut-être bon débarras. Ils ne le diront peut-être pas officiellement, mais globalement, ce n'est pas l'effet recherché. L'effet qui a été recherché, par exemple, par des cellules comme l'État islamique, c'était un choc des civilisations, comme celui qui était préconisé par Samuel Huntington, ou en tout cas pas préconisé, mais je veux dire annoncé. L'idée, c'était de dire, bon, on a des petits jeunes qui sont plutôt à gauche, à Paris, qui sont plutôt pro-palestiniens, qui ont de la sympathie pour les minorités étrangères. Donc, c'est eux qu'on va aller taper pour, justement, créer une distance, un traumatisme qui va les dégoûter en quelque sorte
justement de la religion musulmane, et ça va créer une fracture au sein de la société française. C'était ça l'effet recherché. C'était pas d'aller s'attaquer à des symboles de l'État, parce que bien sûr, ils peuvent le faire, hein, ils avaient les moyens de le faire, je veux dire. Mais l'idée, c'était justement de créer une sorte de clivage au sein de la société française pour la libaniser en quelque sorte. Voilà, c'était l'objectif qu'ils avaient. Ils auraient eu un autre objectif, ils auraient procédé différemment. Mais à l'époque, c'est ce qui était voulu. Et d'ailleurs, c'est ce qui a plutôt bien fonctionné, j'ai envie de dire, hein, malheureusement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Bon, c'est pas. Bon, je veux dire, c'est pas. Il aurait fallu, comme on le voyait par exemple, c'est pas un hasard si les attentats contre les civils ont été organisés par l'État islamique et Al-Qaïda avait une autre culture. Al-Qaïda, c'était la liberté de la presse, c'est-à-dire les libertés fondamentales, donc Charlie Hebdo par exemple, et c'était aussi l'assassinat massif des forces de l'ordre et des militaires. Donc Mohamed Merah qui tue les militaires, qui se réclament d'Al-Qaïda, et également l'attentat de Magnanville. Alors Magnanville, c'était un peu particulier, on n'a jamais eu vraiment les tenants et les aboutissants. Mais par exemple, vous prenez l'attentat de Rambouillet, qui avait tué une jeune adjointe administrative. Oui. L'idée, c'était qu'Al-Qaïda puisse passer le message de dire dans un commissariat, on n'est pas en sécurité. Voilà. Si les policiers ne sont pas en sécurité dans les commissariats, aucun Français n'est en sécurité nulle part. Donc on garde une forme de suprématie, on peut atteindre qui on veut, où on veut, quand on veut. C'est ça le message en fait. Vous voyez. Donc là, on est dans le terrorisme pur, idéologique d'Al-Qaïda par exemple. Donc voilà. Donc et à chaque fois, il y a un objectif qu'il faut décoder, qu'il faut déchiffrer, qu'il faut savoir lire. Alors, les experts télévisuels sont très mauvais, honnêtement, en grande majorité. Hein, vous en avez quelques-uns qui peuvent tenir la route, mais le décodage qui est réalisé par les experts de plateau est vraiment au ras des pâquerettes. Mais est-ce que c'est réellement dans l'intérêt des services et de l'État français que de divulguer des informations et de les décoder pour le grand public? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on le fait. Voilà. Non, bien sûr. Alors, le terrorisme, vous l'avez dit très justement, c'est un outil, c'est une arme, c'est une tactique pour obtenir des objectifs. Souvent, c'est une arme et une tactique utilisée par les États, souvent ailleurs, hein, mais parfois chez eux aussi, pour obtenir aussi des avantages politiques. Alors, je ne veux pas faire le complotiste et insinuer quoi que ce soit en France, on l'évitera, mais je me souviens d'un Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, dire Al-Qaïda fait du bon, pas Al-Qaïda, Al-Nosra fait du bon boulot. Alors, il parlait de la Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas dans vos enquêtes des traces, des empreintes digitales d'États étrangers parfois? Et si c'est le cas, est-ce que on vous demande de ne pas en parler, qu'on vous demande d'étouffer? Vous parliez de hiérarchie, le plus haut gradé a raison. Et parfois, n'y a-t-il pas l'effet boomerang de livraison d'armes, d'équipements, d'intelligence, enfin d'informations, pardon, je parle parfois par anglicisme, qui est donné à des groupes dans d'autres pays et qui ensuite nous reviennent dans la figure par effet boomerang? Alors, ce n'est pas exactement le cas. Je veux dire, si on retrouve, par exemple, comme ça avait été le cas aux États-Unis après le 11 septembre, la moindre trace, je dirais, incontestable de l'implication d'un État dans l'organisation d'un attentat, à ce moment-là, vous portez atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et en théorie, ça autorise la riposte nucléaire, par exemple. Hein. Tout à fait. Je veux dire, l'Afghanistan, jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si effectivement, ils n'avaient pas alors de rôle actif dans l'organisation des attentats du 11 septembre, mais ils avaient abrité Ben Laden. Donc les États-Unis leur ont lancé un ultimatum, mais la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire n'autorisait pas des frappes nucléaires contre l'Afghanistan à l'époque. Donc, ça ferait cher. Voilà, donc là aujourd'hui, on sent bien que ça tourne autour de l'Iran. Tout le monde veut trouver des liens entre l'Iran et puis certaines organisations, mais c'est compliqué parce que je ne pense pas, moi d'ailleurs, que l'Iran soit impliqué, par exemple, dans l'organisation d'attentats en Occident. Je ne le pense pas. Voilà. Après. Non, ça fait longtemps, ouais, ça fait très longtemps. Ouais, non, mais je pense que voilà. Bon, ça remonte aux années 80 éventuellement, mais oui, voilà, c'est ça. À l'époque, oui, à l'époque du Liban, effectivement, mais voilà. À l'époque, c'était, j'ai envie de dire, de bonne guerre. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre ouverte, un front ouvert avec certains pays, une hostilité manifeste, et donc, bon, du coup, il y avait des attaques, des représailles dans les deux sens. D'ailleurs, c'est Kadhafi qui s'en est pris plein la tronche pour l'attentat de Berlin, qui était probablement dû à l'Iran. Mais bon, ça, c'est il y a vraiment longtemps. Et oui, même les DC-10 du TA, etc. Bon, il a accepté de payer pour sortir de l'embargo, c'est tout. Mais on savait très bien que c'était pas eux, quoi. Je veux dire, donc bon, moi je le pense en tout cas. Je veux dire, bon, après, bon, de toute façon, j'ai envie de dire, alors je pense que personne aujourd'hui, aucun État raisonnable
ne prendrait le risque d'une attaque terroriste contre une démocratie occidentale, voilà, de signer le crime. Ce serait extrêmement compliqué. Maintenant, alors les États peuvent agir en facilitation, c'est-à-dire qu'on remarque, par exemple, et ce n'est pas du tout une accusation, que la majorité des Kalachnikovs qu'on retrouve ici en Occident, dans les rues de Marseille ou ailleurs, sont des répliques serbes. Ce ne sont pas des armes russes ou ukrainiennes, ce sont des répliques serbes. Voilà, parce que quelque part, avant la Yougoslavie était un État unifié, qui s'est aussi libanisé à son niveau. L'OTAN a mené une attaque extrêmement injuste, extrêmement agressive contre la Serbie. Et effectivement, les Serbes, eux, effectivement, ils ont le contrôle de leurs frontières, mais pas plus. Donc, du coup, il y a un trafic d'armes entre la Serbie et le reste de l'Europe, parce que tous les trafics rentables, je dirais, du point de vue de ceux qui les organisent, ont lieu d'être. Et effectivement, l'avantage d'une arme qui part de Serbie pour arriver jusqu'en France ou en Belgique, principalement en Belgique d'ailleurs, c'est que ça passe que par la route. Donc, si effectivement vous faites toper par la douane, c'est dommage, mais dans 90% des cas, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, du coup, voilà, de ce point de vue-là, c'est le genre de soutien logistique, on va dire par négligence, qu'on peut supposer. Mais après, un État qui commandite, qui engage, c'est extrêmement rare, à mon avis. Un État, en tout cas, un État, j'ai envie de dire légal, parce que oui, l'État islamique, oui, les talibans peut-être, Al-Qaïda au Yémen ou les Houthis au Yémen aujourd'hui peut-être, mais au-delà de ça, un État réellement digne de ce nom ne ferait pas ça, à mon avis. Voilà, Ouais. il ne ferait... Parce qu'aujourd'hui, on peut tracer les fonds, le financement, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc, voilà. Moi, j'ai reçu un signalement. Alors, comme c'était après ma période RG, je peux en parler, parce que si c'était pendant ma période RG, malheureusement, j'aurais l'interdiction d'en parler. La DRPP ne sait pas ce qu'elle me doit, réellement. Mais comme, voilà, moi, je ne reprends pas ce que je donne, donc je ne donne pas davantage de détails. Mais j'ai un ami, dans mes connaissances personnelles, qui était avec une fille, et puis il se trouve que, pour des raisons diverses, une fille qui voulait épouser, les parents de la fille s'y opposent. Donc elle se marie finalement à un autre homme. Cet homme-là se fait endoctriner et puis ils finissent par aller en Syrie tous les deux. Elle le suit en fait, parce que lui, il va aller en Syrie via une filière. Donc lui, il va au combat, elle n'a plus de nouvelles, elle patiente de longues semaines et puis elle contacte WhatsApp, via WhatsApp, elle contacte cet ami en question. Donc lui, un jour, il m'appelle, il me parle, il me dit, ouais, j'ai une telle qui m'appelle, elle est partie là-bas. Je dis, comment ça, tu me parles de quoi? Il me dit, il faut que je te vois. Donc je le vois. Je dis, écoute, moi, je suis plus du tout dans les services. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, tu fais un signalement main courante, tout ça, je peux t'accompagner. Puis voilà, tu expliques, parce que comme elle te contacte à partir de Syrie, pour peu qu'un jour le FBI ou la CIA mette la main sur son portable et qu'il trouve qu'elle t'a contacté, tu vas prendre 20 ans de prison. Je dis, donc le mieux, c'est la transparence. Tu vas déposer une main courante. Tu expliques que tu as reçu un message d'une ex avec qui tu n'avais plus de contact et qui t'appelle au secours à partir de la Syrie. Et donc on y va, on fait le nécessaire. Et la DGSI prend le dossier en main. D'ailleurs, les agents de la DGSI ne se sont pas privés de me dénigrer au lieu de me remercier. Donc je leur adresse une spéciale dédicace parce que je suis au courant de la façon dont ils ont réagi. Et à un moment, 2 ans après, cette amie revient me voir. Il me dit, elle avait disparu, je n'avais plus de nouvelles, je pensais qu'elle était morte. Et là, elle se manifeste, en tout cas, le compte WhatsApp se manifeste. J'ai reçu un message qui me demande 5 000 € en espèces pour pouvoir la rapatrier. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est toujours vivante sur WhatsApp, qu'elle a bénéficié ou qu'elle a un plan pour rentrer, c'est-à-dire via une filière d'immigration par la Turquie, etc. Et donc, elle a besoin de 5 000 € en espèces. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle te propose? Et il me dit, il y a 5 000 balles en espèces que je dois donner à un émissaire à Paris on va me désigner un lieu de rendez-vous, etc. Je lui dis, mais ne fais surtout pas ça. Si le mec, avec les 5 000 €, il achète les composants du TATP et puis qu'on arrive à tracer les fonds, qu'il y a une vidéosurveillance qui te voit, là, c'est pas 20 ans, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Je lui dis, ne donne surtout pas. Et tu fais le signalement par transparence. Voilà. Quand ça devient brûlant comme ça, faut pas entrer dans de l'interprétation. Tu signales directement parce que c'est chaud. Tu peux te faire balancer, tu peux mettre le doigt dans un engrenage que tu ne vas pas maîtriser. Donc, je lui dis, voilà. Alors, je vais parler franchement. Je lui dis, on est des rebeux, ils ne nous aiment pas. Des fois, sans raison évidente, ils nous font vivre la misère. Donc, si tu leur donnes le bâton pour te faire battre, ils vont te broyer. Je lui dis, donc voilà, tu dis à cette fille de plus jamais te contacter, tu lui refuses les 5 000 € et donc, alors j'étais passé à l'époque par un ami journaliste, parce que moi, je ne peux plus m'adresser à la DGSI. On a des relations
de haine épidermique. Hein, voilà. J'ai dit, amène-le à la DGSI, puis tu présentes les messages où tu sais qu'on te réclame 5 000 € en espèces. Voilà. Puis après, je n'ai pas eu les suites parce que naturellement, je ne suis pas censé être informé des suites. Mais voilà, c'est très, très tendancieux et il faut toujours se protéger. Réellement, moi, je m'adresse aux gens qui sont sur les territoires européens, etc. Faites très attention quand vous êtes démarché, contacté, quand on vous sollicite pour des services, transporter des amis. Regardez Jawad, qui n'était pas du tout en réalité un complice du 13 novembre. C'était une petite frappe qui louait des logements de façon abusive, etc. Aujourd'hui, sa vie est foutue, il peut rien faire. C'est sûr. Ça lui colle à la peau. Donc du coup, faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Et il faut montrer des signes de transparence à l'État, parce que sinon, qui ne dit mot consent. Hein, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec Noam Anouar, auteur de La France doit savoir, un livre qui a l'air très intéressant, que je n'ai pas lu, mais que je vais lire, et surtout celui que j'ai lu, Sans conseil pour votre sécurité, que je conseille, bien entendu. Alors, avant de passer à ce livre, parce que justement, ça m'intéresse d'avoir votre avis, un dernier point, parce que vous avez soulevé effectivement certaines sanctions pénales dans les exemples que vous venez de mentionner. Alors, en France, la répression au niveau du juge, au niveau pénal, est-elle majorée, est-elle aggravante dans le cas de terrorisme, et les peines sont-elles réellement appliquées? Alors oui, bien sûr. Alors jusqu'à Cazeneuve, c'est-à-dire jusqu'à Cazeneuve en 2015, on n'avait pas de législation antiterroriste digne de ce nom. C'est-à-dire que c'était l'association de malfaiteurs relative au grand banditisme, et la relation avec l'entreprise terroriste était une circonstance aggravante. Donc, alors de 2012 à 2015, on a eu une période de ventre mou, où on a réprimé, alors Mohamed Merah était mort, mais Abdelkader Merah, il a été innocenté, si vous vous souvenez, il a été relaxé en première instance. C'est Dupond-Moretti qui l'avait défendu. Et ensuite, Dupond-Moretti a refusé de le défendre en appel, et il a été condamné à 20 ans de prison pour une autre infraction terroriste. Voilà. Mais Cazeneuve, qui était avocat, entre autres, avant d'être ministre de l'Intérieur, a mis au point une législation antiterroriste extrêmement répressive. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des nouvelles infractions. Alors, l'apologie de crimes terroristes, c'est-à-dire se réjouir d'un acte terroriste, aujourd'hui, c'est sanctionné par la loi. Avant, ça ne l'était pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous, moi, mon voisin, aurions pu nous réjouir d'un attentat comme le 11 septembre, d'un attentat en Israël, d'un attentat comme le Bataclan. On ne risquait pas de condamnation. Aujourd'hui, si vous le faites, vous risquez la condamnation. Voilà. Même si c'est à l'étranger. D'accord. D'ailleurs, pour le 7 octobre en Israël, on a eu des condamnations de cet ordre-là, pour l'apologie. Ensuite, on a l'entreprise individuelle, parce qu'on parlait avant de relations avec une entreprise terroriste, mais aujourd'hui, un acte individuel, préparé individuellement, décidé individuellement, est répréhensible également, avec une peine adaptée. Et on a toujours effectivement l'infraction terroriste, donc le crime terroriste, la complicité, etc. Donc tout ça, il y a un panel d'infractions. La simple consultation d'un site djihadiste aujourd'hui est réprimée par la loi, ce qui n'était pas le cas avant. Je veux dire. Et heureusement, parce que moi, pour enrichir ma culture, quand j'étais au RG, je me souviens que je me connectais sur les sites radicaux à l'époque à partir de l'ordinateur des RG. Aujourd'hui, on aurait pu m'inquiéter pour ça. À l'époque, c'était effectivement pour documenter les rapports, etc. Aujourd'hui, vous faites ça, vous êtes suspect, quoi. Vous voyez, donc c'est compliqué. Je connais ça en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, lorsque je dois faire. Je m'attends sans arrêt à. D'ailleurs, on m'a refusé le visa aux États-Unis. Je me demande si c'est pas lié à ça, parce que clairement, je vais souvent sur des sites extrêmement sulfureux et répréhensibles, parce que j'aime bien me faire mon information. Il faut bien que j'imagine des histoires et que donc j'allais voir comment ça se passe. Encore, vous n'êtes pas musulman a priori, quoi. Donc ça va. Imaginez le musulman qui fait la même chose que vous. C'est pas un refus de visa. On m'a quand même fiché S en France, donc ah bon, oui, je ne savais pas. Écoutez, je savais pas. S, ça veut dire surveillance, on est d'accord. Ça veut pas dire. Non, ça veut dire sûreté de l'État. Voilà, ça veut pas dire salafiste. Ça veut pas dire. Oui, effectivement, oui. Bon, après, je les comprends. Il faut surveiller les gens qui écrivent des trucs un peu. On va dire que c'est de la répression. La fiche S, c'est une façon de montrer du doigt. C'est-à-dire de dire attention, lui, il est intéressant pour l'État, il est surveillé. Et en fait, effectivement, ça vous rend radioactif. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes fiché S,
Normalement, les gens réfléchissent à 2 fois avant d'être vus avec vous, avant de voyager avec vous, avant de se signaler, ou de se réclamer de vous. Bon, maintenant, ça n'a jamais rien empêché, hein, puisqu'apparemment, on a même un maire qui a été élu après avoir été fiché S pendant 7 ans, Bon, après, c'est selon ce un qu'on m'a article du dit, hein. Je ne Parisien. sais pas si c'est vrai, donc je vous Un rassure. article du Parisien dit que oui, en citant le DGSI lui-même. Ah non, mais je parlais de moi. Donc, en ce qui vous concerne, je pense que vous risquez rien dans cette interview. Écoutez, moi, honnêtement, la question s'est déjà posée puisque j'ai été écouté, j'en ai les preuves d'ailleurs. Parce qu'on a toujours un ami qui connaît un ami qui connaît un ami, et puis C'est voilà, et ça. puis à la fin, les choses finissent par se savoir. J'ai été accusé, suspecté principalement par la DRPP. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs, quand j'ai été contacté par des personnes qui étaient parfois des repris de justice, qui avaient été condamnées pour des infractions terroristes ou quoi que ce soit, moi, je dis aux gens, bon, même si vous avez été condamné par le passé, ce qui n'est peut-être pas votre cas, vous êtes réhabilité. Quand vous avez Ah bah purgé non, votre peine, voilà, vous avez purgé votre peine, vous êtes réhabilité, donc d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du moment où vous menez une vie normale, si l'État a envie de dépenser de l'argent pour engager des surveillances vous concernant, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je l'ai toujours dit, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai été surveillé. Il se peut que moi-même j'ai été fiché, j'en sais rien, et personne ne sait réellement. c'est ça. Mais je veux dire, s'ils veulent m'accompagner à acheter mon pain, acheter une brique de lait, quand je vais faire du naturisme à la Grande Motte ou je ne sais pas où, venez, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je plaisante, hein, je ne fais pas de naturisme à la Grande Motte. Je préfère Ça prévenir que ne nous regarde pas. voilà, c'est ça. Non, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le Gros du Roi, pardon, où il y a une plage naturiste pour les connaisseurs. Alors, ouais, honnêtement, non, mais je veux dire, voilà, faites donc. Je veux dire, c'est dépenser votre argent, dépenser votre temps. Moi, je sais, je peux garantir de façon unanime que moi, j'ai aucun potentiel de dangerosité pour qui que ce soit. Je n'ai que des mots et je n'ai qu'une plume. Voilà, D'autant à partir de qu'avec là, les s'ils veulent téléphones, surveiller, surveillez, faites-vous vous plaisir. surveillez constamment avec ces petites machines. Donc, Non, mais après, le problème, c'est le détournement. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça devient obsessionnel, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra que je prenne contact avec Madame Bilancini pour lui faire savoir ce que je sais. À mon avis, elle va transpirer un petit peu. Et donc, globalement, faire savoir que il ne faut pas détourner les surveillances. C'est-à-dire, si c'est pour emmerder les gens, passer des petits coups de fil. Par exemple, moi, quand j'ai été recruté dans une mairie, alors le directeur de cabinet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui était un ancien gendarme, a téléphoné au maire en disant attention, on sait qu'il va travailler chez vous, il ne faut pas le recruter. Bon, ça, c'est le détournement pur et ouais. simple des surveillances. Avant, j'engageais des représailles quand j'étais déstabilisé comme ça. Après, un moment, pour arrêter une guerre, il faut accepter de prendre sur soi. C'est-à-dire de ne pas toujours entrer en représailles, parce que sinon, vous avez une représaille, vous engagez une représaille qui engage une riposte, et puis après, vous êtes dans un cycle de violence infinie. Il y a des moments où vous pouvez pardonner, mais ne pas oublier. Dire, bon, je sais, je suis au courant. Je pense que voilà, ça pourrait être inconfortable pour vous que je puisse prendre la parole. Pour le moment, je suis plutôt magnanime, donc restez tranquille et tout va bien se passer, comme dirait l'autre. Voilà, tout simplement. Mais après, moi, le jeu de chat et souris avec la police, je suis trop intelligent pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez Mokhtar dans la cité de la Courneuve qui roule en motocross et qui passe ses journées à se faire courser par les équipages de police en jouant au chat et à la souris. Moi, j'ai pas le temps. J'ai une vie à mener, j'ai des enfants à élever, Bien sûr. j'ai une carrière professionnelle. Donc, si les services de renseignement veulent se mettre sur mon cul, allez-y, faites-vous plaisir, mais m'emmerdez pas. C'est tout. Je veux pas vous voir, je veux pas vous sentir. Voilà, tout simplement. Voilà, donc faites la même chose que moi, c'est le conseil que je vous donne. Oui, Faites voyager tranquillement, n'anticipez rien, ne réfléchissez pas à leur place. Et si par contre il y a le moindre signe d'agressivité ou de déstabilisation, là vous êtes autorisé à réagir, effectivement. Alors, votre dernier livre, Sans conseil pour votre sécurité, nous projette, même pas tellement dans le futur, dès à présent ça s'applique, mais vous donnez des conseils sur comment le citoyen, l'individu, peut être un peu intelligent face à ce risque qui augmente entre l'État tyrannique d'un côté, ou en tout cas avec des dérives tyranniques potentielles d'un côté, et de l'autre côté, vous avez parlé de potentielle guerre civile, on a évoqué la criminalité qui peut venir à tout instant de n'importe quelle personne. On l'a vu encore récemment près de la Tour Eiffel où un type complètement fou commençait à taper des gens au marteau. Oui, fou, mais radicalisé en plus. Hein. Donc, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, contrairement à ce qu'on Oui, peut penser. oui, alors c'est vrai, il y a des gens radicalisés qui ne sont pas fous, mais il y a des fous qui sont radicalisés et des fous tout seuls. C'est vrai, on ne doit pas mélanger. Mais néanmoins, le risque est là.
Alors, vous donnez des conseils. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce livre et peut-être quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on pourrait tous le lire? Moi, j'ai beaucoup aimé pour appliquer ces conseils dans notre quotidien. Alors, l'idée d'écrire ce livre, elle m'est venue parce que justement, j'ai senti l'État et les services de l'État, les services régaliens se déliter très clairement, hein. Aujourd'hui, la police est surmenée, elle manque de moyens, elle n'est pas présente partout. On a bien vu à Mantes-la-Jolie ces deux pompiers la semaine dernière en train de courir après des assaillants qui les caillassaient, les pauvres, alors qu'ils venaient simplement éteindre un feu de véhicule, je crois, qui avait été allumé d'ailleurs par l'un d'eux. Donc c'est horrible cette situation. Cette France, moi, elle me fait de la peine, honnêtement. Voir des pompiers comme ça qui craquer et courir après des délinquants. Et puis vous avez la meute qui est en train de se moquer d'eux, qui est en train de les entraver, etc. On sent que le niveau de sécurité aujourd'hui, alors si vous n'avez pas les moyens de vous acheter la sécurité, parce que le droit à la sécurité n'est plus un droit fondamental et la République ne garantit plus la sécurité de ses citoyens, il suffit de voir le nombre de plaintes classées sans suite, le nombre de fois où on vous refuse la plainte carrément. Donc il faut se débrouiller. Voilà, je veux dire, c'est un peu ce que je dis toujours. On peut rêver, on peut être idéaliste et dire oui, alors c'est à la police de faire ça, c'est à l'État de faire, mais l'État ne fait plus. Voilà, ouvrez les yeux, on est en 2024, l'État ne fait plus. Donc il faut vous débrouiller par vous-même. Et cet outil est un livre pour commencer à apprendre à vous débrouiller et ne solliciter l'État que lorsque c'est nécessaire. Mais si on peut faire autrement, au risque d'être déçu, il vaut mieux faire autrement. Voilà. Donc ce livre, c'est un livre qui à la fois qui expose les réflexes préventifs, les réflexes à adopter dans une situation d'agression, de vol, etc., les traces et indices à préserver, etc. Et également, les indices et les informations à relever et à apporter au service de police au moment d'un dépôt de plainte, par exemple. Voilà. Donc tout ça est expliqué, on a des réflexes pratiques. Alors moi, ça me fait très plaisir que vous puissiez dire que ça vous a plu, parce que quand je le fais lire à des gens, les gens disent « ouais, mais c'est évident, on sait ». Tout ce qui est écrit dans le livre, moi, je le sais. Bon, voilà. Alors moi, je précise tout de suite que je n'ai rien à apprendre aux gens qui savent tout. Donc, si vous savez tout, il y a même des gens qui m'apprennent le terrorisme. Hein, moi, j'ai un mec qui m'a écrit la semaine dernière. Il m'a dit oui, vous avez fait une interview avec Aldostérone, vous aviez dit que 80% des fichiers S étaient des islamistes. C'est pas vrai, 60% c'est l'extrême droite. Je lui dis mais vous êtes qui? Vous êtes directeur du renseignement? Il me dit non. Je dis alors vous sortez d'où? Vous allez m'apprendre. Les gens ont du toupet. Donc moi, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. C'est comme ça que m'est venue l'idée de ce livre. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus criminogène après la Guyane. C'est-à-dire que je crois qu'à 1 ou 2 morts près, on avait à peu près le même nombre de morts qu'en Guyane, sauf qu'on est à 10 km de Paris ici. Donc c'est différent. Donc voilà. Donc du coup, les infractions, etc., les petits délits, les larcins, c'est ici que ça se passe. Donc, moi, j'en ai fait pendant 10 ans, de la surveillance, des bilans, des plaintes, des choses. Voilà. Donc, j'ai synthétisé 10 ans d'expérience dedans en disant aux gens, voilà ce qui se passe, voilà comment on peut faire pour éviter que ça se passe à votre niveau, tout simplement. À votre niveau, j'insiste bien. Et le premier conseil que je donne aux gens, c'est de dire, imposez-vous la rigueur. C'est-à-dire que la sécurité, c'est un mode de vie. C'est le premier conseil qui implique l'utilité de tous les autres. Si vous n'avez pas de rigueur personnelle, c'est pas la peine de lire le reste, en fait. Voilà, c'est mon premier conseil. La rigueur personnelle, c'est quoi, par exemple? Alors, je donne un premier exemple. C'est qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, mais ailleurs aussi, on laisse plus la porte ouverte quand on rentre chez soi. Vous claquez plus la porte et puis après, vous allez faire votre vie, vous allez dormir en haut, etc. Moi, j'ai entendu parler d'un cambriolage dans mon ancienne ville, à Mitry-Mory, où les parents dormaient à l'étage, les enfants étaient dans la chambre en bas, les cambrioleurs sont rentrés, ils ont cambriolé le bas de la maison, alors que les enfants étaient en train de dormir dans leur chambre. Si vous aviez un psychopathe, un pédophile ou quoi que ce soit, il prenait un gamin, 3-4 ans, il l'emmenait avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la porte, elle peut être forcée, effectivement, ça n'empêche rien, mais il ne faut pas la laisser ouverte. Voilà, donc c'est des réflexes comme ça à adopter. Alors, je donne le plus simple et le plus grossier, mais il y a énormément de réflexes à adopter. Et voilà, et c'est très bien expliqué dans le livre. J'ai fait ça avec beaucoup de pédagogie. Mais la sécurité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un livre qu'on lit, on dit « Ah ouais, mais moi, je sais ». Parce que si vous saviez tous comment est-ce qu'on préserve sa sécurité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, quelque part, vous n'avez pas de culpabilité dans ce qui vous arrive, mais vous avez le droit de réfléchir. Voilà. Tout à fait. On l'a vu d'ailleurs le 7 octobre en Israël, c'est pas la même chose que Paris, évidemment.
beaucoup de gens, et pourtant des gens, des officiers dans l'armée israélienne, enfin des citoyens soldats dans l'armée israélienne, finalement, leur domicile a été repéré grâce aux réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et donc, l'attaque terroriste, elle est directement toquée à leur porte pour se habiter près de Gaza. Je vois très très bien, les distances sont vraiment très très faibles. Est-ce qu'en fait on dévoile pas trop de notre vie sur les réseaux, sur tout ce qui est électronique? Finalement, on donne pas trop d'indices pour le criminel de nos jours. Alors oui, moi je pense que les réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir de toute façon modérer par la suite. Ne serait-ce qu'au niveau de l'anonymat, par exemple, c'est une grande question, mais nous, on peut légiférer que pour la France, donc on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe sur le reste de la planète. Mais effectivement, il faut être extrêmement prudent quant aux informations personnelles qu'on livre sur soi. Il n'y a pas besoin d'être officier de l'armée ou de la police pour ça. Ou à la limite, si on dévoile des informations, il faut que ce soit assumé. Par exemple, les influenceurs disent beaucoup à propos de leur vie privée, etc. C'est de façon parfaitement assumée parce que c'est utile pour eux. Mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense qu'il faut effectivement être prudent. Parce que en fait, il suffit de voir ce que permet l'anonymat des réseaux sociaux. Vous avez de vrais psychopathes. Moi, je lis, par exemple, parfois les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les vidéos que je diffuse. Vous avez des timbrés, vous avez des gens qui sont obsédés. Moi, j'ai des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais croisés, à qui je n'ai rien fait, qui prennent le temps d'écrire des pavés de 20 ou 30 lignes à 3 heures du matin sur chacune de mes vidéos. C'est-à-dire que c'est... Bon, moi, quand une vidéo ne me plaît pas sur YouTube, je zappe, je passe à la suivante et j'oublie la précédente, vous voyez. Mais il y a des gens, non, ils veulent s'approprier votre vie, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous êtes un usurpateur, et ils vous écrivent des pavés et ils vous poursuivent. Sur Twitter, moi, j'ai dû quitter Twitter parce qu'en plus, c'était principalement parfois des policiers un peu frustrés, des plantons. Il y a un mec qui était chauffeur aussi, je crois chauffeur de maître ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui sont obsédés, c'est des timbrés en fait, en réalité. Ils ont l'air comme ça de gens normaux dans la vie sociale, mais en réalité, ce sont à la fois alors, des jaloux, des frustrés, des timbrés, et ils se mettent comme ça, ils se désignent. Alors, ils sont remplis de haine et de frustration, ils se désignent des cibles, mais vous pouvez aussi parfois avoir par exemple des pervers sexuels qui vont se mettre à rechercher des adolescentes, des femmes qui vont les localiser, qui vont les harceler dans la vie, etc. Ça arrive malheureusement. Donc, écoutez, vous savez, en Algérie, on a un proverbe. Alors, comment est-ce qu'on peut le traduire? Vous savez, là-bas en Algérie, vous avez des confréries qu'on appelle les Issawa, qui guérissent les morsures de serpents avec de la salive, avec des incantations, etc. Et donc, il y a un proverbe algérien qui dit quand tu vois un trou dans la roche, ne mets pas ton bras dans le trou et ne va pas voir l'Issawa, en fait, en quelque sorte. Voilà, ça se traduit comme ça. Ça signifie la meilleure façon, en réalité, de guérir après une atteinte, c'est de pas la provoquer, en quelque sorte. Vous voyez, si vous mettez votre bras dans un trou, il n'y a aucun texte qui vous l'interdit, vous ne commettez pas de faute en soi, mais s'il y a un serpent au fond du trou qui vous mord, il ne faut pas aller pleurer après. Hein. Donc, le mieux, en fait, en quelque sorte, c'est d'adopter des réflexes préventifs pour s'adapter en fait à une société décadente, tout simplement. Voilà, moi c'est ça le postulat dans mon livre, c'est ça. Et donc j'explique comment fonctionne la délinquance, j'explique les mécanismes des infractions les plus courantes par des exemples pratiques très concrets. Et je dis aux gens, voilà, maintenant c'est à vous de mettre ça en pratique. Et à la limite, c'est pas ce que vous savez qui compte, c'est ce que vous faites. C'est un peu ce que j'explique dans le premier conseil. Moi, par exemple, j'ai 10 kilos à perdre. Je sais que si je cours une demi-heure ou 45 minutes tous les jours, je vais maigrir. Mais en fait, je ne le fais pas. Vous voyez, donc la sécurité, c'est un peu pareil. Si vous savez qu'il faut fermer la porte, qu'il faut s'enfermer dans sa voiture en verrouillant la centralisation, mais que vous ne le faites pas, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, ce que vous le sachiez, on s'en fout. C'est le jour où ça vous arrive, pourquoi vous n'avez pas fait mieux, quoi. Pourquoi vous n'avez pas... Vous voyez, c'est ça. Donc voilà, moi, ma logique, c'est celle-ci. Donc c'est à un moment, taisez-vous, arrêtez de réfléchir à la place des autres, arrêtez de contester ce que vous disent les spécialistes. Aujourd'hui, on a même des gens qui vous disent les médecins connaissent rien, etc. Alors que le mec, dans la vie de tous les jours, il est charpentier, il vous dit le médecin, c'est un rigolo, il connaît rien à la médecine, etc. Non, il y a des gens qui ont bossé, il y a des spécialistes. Enrichissez-vous de ce que disent les spécialistes, et puis après, vous appliquez pas, c'est votre responsabilité. Voilà. Alors, peut-être dernière question. Nous avons parlé vous avez parlé d'une forme de décadence, une forme voilà, on sent que vous aimez votre pays et que vous êtes un peu mal pour lui. Comment vous voyez la France évoluer ces 10 prochaines années?
La France, en fait, est en train de s'américaniser, en fait, tout simplement. Avant, on avait 10 ans de retard sur les États-Unis, mais comme on est mauvais dans l'imitation, parce que la France, c'est un pays, c'est une entité à part entière avec sa propre culture, donc Mhm. il a fallu déjà déraciner la France de sa culture ancestrale pour la remplacer, la substituer par une culture d'abrutis et d'abrutissement généralisé. Alors aujourd'hui, les jeunes sont majoritairement des obèses, des crétins, c'est-à-dire que le niveau scolaire a décliné à une vitesse vertigineuse. Moi, par exemple, je fais de la formation professionnelle dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. J'ai pris une classe de BTS qui ne connaissait pas le théorème de Pythagore. Alors j'ai eu des BTS ventes, quand je leur ai demandé de calculer un pourcentage, combien est-ce qu'on vendait une paire de chaussures après une réduction de 10%, on avait à peu près 3 quarts des élèves qui ne savaient pas calculer 10% d'une paire de chaussures à 39 euros. Voilà, ils donnaient le prix final, sans calculatrice et sans ordinateur. Donc vous voyez, donc c'est très compliqué. Donc, moi, je pense que la société américaine, elle a ça aussi. C'est-à-dire que c'est une société particulière parce qu'effectivement, elle est tout ça, elle n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on a une élite où finalement tout est marché quelque part. Donc on a un marché de la sécurité, on a un marché de la santé, on a un marché de l'information, on a tout. Donc là, du coup, en France, la sécurité est un marché. C'est-à-dire que vous avez des villes dans lesquelles vous avez une police municipale dernier cri, avec vidéosurveillance partout, à l'intérieur des immeubles, vous avez des gardiens, vous avez des vigiles, vous avez tout ça. Il y a des villes dans lesquelles vous n'avez absolument rien. Et ce qui fait la différence, c'est le prix du loyer et le prix des impôts locaux. Voilà. Donc, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil pour tout ce que vous voulez. La France est devenue comme ça. Mais aux États-Unis, on a quand même l'autorisation d'un port d'armes. D'ailleurs, je rappelle dans mon livre qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir chez soi ou sur la voie publique et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir. Parce qu'on a le droit d'avoir une certaine catégorie d'armes chez soi en France, hein, d'accord, Mhm. catégorie D ou ancienne quatrième catégorie notamment, bon, ou septième, sixième, ça dépend voilà, de l'usage qu'on en fait. En tout cas, donc la France, à la différence des États-Unis, c'est que c'est la France, c'est qu'on a une culture qui est différente et les gens ne savent pas assurer leur propre sécurité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les gens sont armés. Aux États-Unis, on a un shérif qui est désigné dans les comtés pour assurer la sécurité. Donc, il y a une proximité entre les habitants et le shérif. Il y a un délai de réactivité. Puis, il y a des conditions sur la légitime défense qui sont complètement différentes. La France ne sont pas les États-Unis. Donc, le temps de nous adapter, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années, on va en pâtir. Et en plus, bon, on n'a plus le contrôle des frontières, on a des flux migratoires, on a une pauvreté endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire, qui génère de la délinquance. On a de la délinquance sexuelle, on a voilà, de la délinquance astucieuse, de la délinquance financière. On a aussi, voilà, par exemple, vous parlez des réseaux sociaux, une série de délinquances sur les moyens frauduleux, par exemple les moyens de paiement, la délinquance au droit à l'image, des gens qui utilisent vos images et qui créent des faux comptes sur les réseaux sociaux pour arnaquer les gens, pour les harceler, etc. C'est devenu Ouais. très compliqué. Donc, moi, j'ai fait un petit livre qui fait à peu près 140, 130, 140 pages, qui explique comment globalement on peut contourner 80% des infractions courantes. Voilà. Il faut juste adopter un mode de vie adapté. Voilà, mais la France, alors la France, pour répondre à votre question, dans 10 ou 20 ans, il va y avoir, en fait, il va pas y avoir qu'une France, il va y avoir plusieurs France, au minimum deux, c'est-à-dire la France d'en haut et la France d'en bas. Ce Ouais. qui est déjà un peu le cas. Si vous habitez Saint-Germain-des-Prés, vous avez un problème, vous appelez la police, vous avez une intervention dans les 5 minutes. Si vous habitez le Valois-Perret, il y a une police municipale qui est extrêmement performante, voilà, sur un petit territoire, donc qui est assez réactive. Si vous habitez certaines villes de Seine-et-Marne, comme celle dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans, vous êtes dans la merde, hein, globalement. Voilà. Voilà. Ça va pas s'améliorer en 2 secondes. Ça va peut-être pas s'améliorer du tout d'ailleurs, vu la tournure des événements. Donc, bon, voilà, hein, j'ai envie de dire sauf qui peut, mais dans tous les sens du terme. Soit vous vous sauvez physiquement, vous partez, soit vous vous organisez pour vivre au mieux. L'exemple que je voulais donner tout à l'heure, c'est que moi, par exemple, ce qui m'a forgé en termes de personnalité, c'est que je suis issu d'une famille dans laquelle on n'avait pas de menu. C'est-à-dire qu'on était assez pauvres, donc on faisait les courses en début de semaine. Et toute la semaine, en fait, Mhm. on faisait un inventaire des ingrédients et on faisait à manger avec ce qu'il y avait. Voilà, tout Bien simplement. sûr. Voilà, on ne nous disait pas, bah tiens, il me manque 500 grammes de viande et puis va m'acheter des herbes de Provence. Non, non, on faisait avec ce qu'il y avait et puis on se débrouillait comme ça. Donc moi, j'ai toujours vécu de cette façon-là. C'est-à-dire que, bon, effectivement, on a l'idéal de ce qu'il faudrait. Ça ne veut pas dire que, mais il faut se débrouiller avec les moyens du bord pour pouvoir assurer des besoins urgents. Donc là, quelque part, il y a un besoin urgent de sécurité. Donc moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice à travers l'écriture des livres, à travers les lives,
les émissions que je propose. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et puis après, l'essentiel du travail, c'est à vous de le faire. Donc moi, le livre, il est en vente pour 12 €. J'ai réduit les coûts au maximum pour qu'il soit accessible à tous. C'est presque un acte politique. Et puis voilà, à vous de jouer. Je mettrai les liens de votre chaîne ainsi que de vos livres sous le descriptif de la vidéo. Je vous encourage à lire les livres. Alors pour Et ceux qui, pardon, alors je me permets de vous couper parce que vous m'avez rappelé. Alors pour ceux qui veulent me trouver, mon compte Facebook fait l'objet de quelques restrictions, donc on ne trouve pas facilement. Vous allez sur ma page, Noah Manoir sur Facebook et puis vous abonner. Il y a ma page YouTube aussi. Je suis aussi sur un compte TikTok. Et à ce moment-là, effectivement, sur Facebook notamment, il y a des liens qui permettent également de me soutenir financièrement sur une cagnotte pour encourager mon action. Voilà. Très très bien. Et je tiens à dire que moi aussi, ça doit être une question de génération. Moi aussi, ma maman, elle faisait les courses une fois par semaine, mais je crois que c'était comme ça à l'époque. On a à peu près le même Bien âge. sûr, en fait, il ne faut pas écouter Huntington, vous êtes un Rital, moi je suis un tiers-mondiste du Maghreb, on a tous grandi à l'huile d'olive, vous comme moi, il n'y a pas de souci. C'est clair, ça c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Parfait, je vous remercie beaucoup de votre temps et à une prochaine alors. À une prochaine avec plaisir. Bonjour à Suisse. Et